Elle a nourri 3 enfants étranges qui se présentaient chaque nuit à son café. Ce qu'elle ignorait, c'est que leur père, le vampire le plus puissant qui ait jamais existé, les observait depuis l'ombre. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un petit commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous attire dans les histoires de vampires. Votre engagement aide vraiment à soutenir cette chaîne. Le café Whisperlight n'avait rien d'extraordinaire. Niché entre une librairie fermée et une laverie automatique ouverte 24h24, le petit restaurant se trouvait au coin d'une rue trempée par la pluie où la ville avait oublié de briller. Ses lumières ambrées vacillaient derrière des fenêtres embuées, projetant de faibles halos contre la bruine perpétuelle qui transformait le trottoir en un miroir de lumière de rue floue et de néon. Mais pour Melissa John, c'était tout. Melissa essuya le comptoir avec une efficacité habituelle, ses mouvements automatiques après des années de quart de fermeture. À 28 ans, elle s'était habituée au rythme du travail de nuit, au sifflement de la machine à expresso qui refroidissait, au doux jazz diffusé par des haut-parleurs grésillants, au grondement occasionnel d'un camion de livraison éclaboussant les flaques d'eau à l'extérieur. Les affaires étaient au ralenti depuis des mois. Le nouveau bistrot à 3 pâtés de maison, élégant, digne d'Instagram, cher, avait siphonné la majeure partie du trafic du quartier, laissant les petits endroits comme Whisperlight lutter pour maintenir les lumières allumées. Elle soupira et jeta un coup d'œil par la fenêtre striée de pluie. Au-delà de la vitre, la ville s'étendait dans l'obscurité, ses bâtiments plus hauts disparaissant dans les nuages bas. Une silhouette se tenait de l'autre côté de la rue, à peine visible à travers l'averse, une silhouette grande et pâle sous le lampadaire. Melissa cligna des yeux, et quand elle regarda à nouveau, il était parti. Un jeu de lumière, se dit-elle, se retournant pour empiler des tasses propres sur l'étagère. La sonnette de la porte la fit sursauter. Melissa leva les yeux, surprise de voir des clients à 7 heures, bien après 22 heures un mardi, alors que même les habitués étaient rentrés chez eux. Sa surprise s'accentua lorsque 3 petites silhouettes franchirent la porte, la pluie dégoulinant de leurs vêtements sur le linoléum usé. Ils ne ressemblaient à aucun enfant qu'elle avait vu auparavant, mesurant entre 3 et 4 pieds de haut. Ils se déplaçaient avec une immobilité étrange, leurs cheveux argentés collés à des visages pâles qui semblaient capter et retenir la lumière ambrée du café. L'aînée, une fille, supposait Melissa, avait ses cheveux sévèrement tirés en arrière, révélant des traits nets et délicats et des yeux qui scintillaient faiblement, presque lumineux dans le café sombre. La deuxième fille, légèrement plus petite, avait des boucles plus douces encadrant un visage plein de curiosité tranquille. Le garçon, le plus petit des 3, se positionna légèrement devant ses sœurs, son regard balayant le café vide avec une conscience troublante. Bienvenue à nouveau, ma belle famille et mes amis. Si vous êtes accro et que vous êtes prêt à apprécier cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez car demain je vous donnerai une autre histoire tout aussi intéressante que celle-ci, et vous ne voulez pas la manquer. Leurs vêtements étaient impeccables malgré la pluie, des couches sombres et démodées qui semblaient faites sur mesure avec des broderies complexes le long des cols. Ils ne portaient pas de manteau. Leur peau semblait exsangue, d'une pâleur de porcelaine. Et quand ils entrèrent pleinement dans la lumière, Melissa remarqua qu'ils projetaient des ombres qui semblaient étranges d'une certaine manière. Trop longues, trop sombres. Bonjour, dit Melissa, forçant la chaleur dans sa voix malgré l'étrange picotement à l'arrière de son cou. Bienvenue à Whisperlight. Puis-je vous aider? La fille la plus grande s'avança, ses mouvements précis, presque formels. Quand elle parla, sa voix avait la cadence prudente de quelqu'un qui traduit des pensées d'une autre langue. Nous avons besoin de nourriture, dit-elle doucement. Nous avons de la monnaie. Elle brandit une petite bourse en cuir et Melissa aperçut le faible éclat de vieilles pièces à l'intérieur. Pas de la monnaie moderne, mais quelque chose d'antique, d'apparence précieuse. Melissa hocha lentement la tête, essayant de cacher sa confusion. Bien sûr. Êtes-vous ici seul? Où sont vos parents? Les 3 enfants échangèrent des regards, ne parlant pas, mais communiquant quelque chose que Melissa ne pouvait pas déchiffrer. L'expression de la fille aînée resta neutre. Nous sommes sans accompagnateur ce soir, répondit-elle. On nous a dit que cet établissement servait des plats chauds. C'est le cas, dit Melissa, ses instincts de serveuse l'emportant sur ses questions. Les enfants étaient des enfants, et ces 3-là avaient l'air affamés et froids, bien qu'ils ne montraient aucun frisson visible. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Je vais vous préparer quelque chose de bon. Les enfants ont choisi la banquette près de la fenêtre, celle où l'eau de pluie traçait de lents chemins sur la vitre. Ils sont montés sur les sièges en vinyle avec des mouvements prudents et délibérés, croisant leurs mains sur la table en parfaite symétrie. Le plus jeune garçon continuait de jeter des coups d'œil vers la rue sombre sous la pluie, comme s'il attendait quelqu'un. Melissa a sorti son bloc de commande, bien que le café fût assez vide pour qu'elle n'en ait pas vraiment besoin. Avez-vous des allergies? Quelque chose que vous ne pouvez pas manger? Un autre échange silencieux.
Nous ne sommes pas familiers avec votre cuisine, dit l'aîné. Nous avons besoin de chaleur, de subsistance. Des préparations simples sont acceptables. Le front de Mélissa se plissa. Leur phrasé était étrange, formel, presque archaïque, et leur pauvreté l'inquiétait. Quand ces enfants avaient-ils mangé pour la dernière fois? D'accord, dit-elle doucement. Que diriez-vous de lait chaud avec du miel, de quelques croissants frais et d'un bol de soupe? Ça vous semble bon? Les yeux de la fille du milieu s'écarquillèrent légèrement. La première véritable émotion que Mélissa avait vue chez l'un d'eux. C'est acceptable, dit l'aîné, et quelque chose dans son ton suggérait que c'était plus qu'acceptable. Mélissa retourna à la cuisine, son esprit s'emballant tandis qu'elle chauffait du lait dans une petite casserole, ajoutant du miel et une pincée de cannelle. Elle réchauffa au four et servit de la soupe de courge musquée dans 3 bols en céramique. Pendant qu'elle travaillait, elle continuait de jeter des coups d'œil par la fenêtre de service aux enfants. Ils restaient parfaitement immobiles, les mains jointes, observant la pluie avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Dehors, à peine visible à travers l'averse, cette grande silhouette se tenait de nouveau de l'autre côté de la rue. Cette fois, Mélissa était certaine de voir des yeux rouges, reflétant la lumière du café, comme ceux d'un animal dans les phares. Elle secoua la tête, longue journée, yeux fatigués. Quand elle apporta la nourriture à leur table, l'arrangeant soigneusement, les enfants fixèrent le repas avec quelque chose qui s'apparentait à de la révérence. Tenez, dit Mélissa. Attention. La soupe est chaude. L'aîné prit sa cuillère avec une délicate précision, la porta à ses lèvres et goûta. Ses yeux se fermèrent brièvement, et un doux son s'échappa d'elle, presque comme un soupir de soulagement. C'est bon? Demanda Mélissa, soudain ansiosa. Je peux faire autre chose si ce n'est pas parfait, murmura la fille. Nous n'avons pas connu une telle chaleur depuis un certain temps. Les 2 autres commencèrent à manger aussi, leur prudence initiale se fondant en quelque chose qui ressemblait à de la faim. Une faim profonde et désespérée qui serra la poitrine de Mélissa. Je m'appelle Mélissa, au fait, dit-elle, s'accroupissant à côté de leur banquette. Comment vous appelez-vous? L'aîné posa sa cuillère avec précaution. Je suis Aria. Ce sont mes frères et sœurs, Sarafina et Adrien. Elle les désigna chacun à leur tour. Enchantée de vous rencontrer, dit Mélissa. Écoutez, je ne veux pas être indiscrète, mais il est assez tard, et ce n'est pas vraiment un quartier sûr pour que des enfants se promènent. Quelqu'un sait-il où vous êtes? L'expression d'Aria ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux lumineux. De la peur, peut-être, ou de la culpabilité. Notre gardien est occupé, dit-elle prudemment. Nous explorions. Nous reviendrons avant que notre absence ne soit remarquée. Mélissa fronça les sourcils. Tout cela semblait faux. Le langage formel, l'apparence étrange, l'heure tardive, les réponses évasives. Mais elle avait appris il y a longtemps que parfois les enfants se retrouvaient dans des situations difficiles, et trop insister ne faisait que les faire fuir. Eh bien, dit-elle à la place, vous êtes les bienvenus ici chaque fois que vous avez besoin d'un repas chaud. D'accord. Adrien, le plus petit, la regarda pour la première fois, ses yeux argentés grands et solennels. Pourquoi? Demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi? Quoi, ma chérie? Pourquoi offres-tu de la gentillesse? Nous sommes des étrangers. Mélissa sentit sa gorge se serrer à la question, à la confusion sincère sur son jeune visage, comme si la gentillesse était un concept étranger qu'il n'avait jamais rencontré. Parce que vous êtes des enfants, dit-elle doucement. Et les enfants ont besoin de gentillesse plus que de curiosité. Quand ils eurent fini de manger, Aria plaça plusieurs vieilles pièces sur la table, bien plus que le coût du repas. Mélissa essaya de refuser, mais la jeune fille insista avec une dignité tranquille. La nourriture était satisfaisante, dit Aria en se levant. Nous avons offert notre gratitude. De rien, répondit Mélissa en les accompagnant à la porte. Restez en sécurité dehors, d'accord. La pluie empire. Elle les regarda partir. 3 petites silhouettes disparaissant dans la nuit trempée de pluie. À travers la fenêtre, elle crut les voir s'arrêter au coin de la rue et vit cette autre silhouette sortir des ombres, se dirigeant vers eux. Les enfants ne s'enfuirent pas. Ils s'approchèrent de la silhouette comme s'ils le connaissaient. Puis la pluie les engloutit tous. Mélissa se retourna pour débarrasser leur table, toujours troublée par cette étrange rencontre. Alors qu'elle ramassait les pièces, elle se figea. Ce n'était pas du tout de la monnaie moderne. Elles étaient vieilles de plusieurs siècles, si les dates étaient réelles, frappées de symboles qu'elle ne reconnaissait pas, et estampillées d'un blason, une couronne sur 3 étoiles. Elle leva brusquement les yeux, mais la rue était vide. Les enfants étaient partis.
La mystérieuse silhouette avait disparu, et Melissa John, serveuse de fin de service dans un café en faillite, n'avait absolument aucune idée qu'elle venait de nourrir les 3 héritiers royaux de la cour immortelle, ou que leur père, Elric Vespé, le roi vampire qui régnait sur la nuit elle-même, les avait observés depuis la pluie. Le lendemain soir, juste avant la fermeture, la sonnette de la porte retentit à nouveau. Le lendemain soir, juste avant la fermeture, la sonnette de la porte retentit à nouveau. Melissa leva les yeux de l'essuyage de la machine à expresso, et son cœur fit un petit bond étrange. Les 3 enfants se tenaient dans l'embrasure de la porte, la pluie ruisselant de leurs cheveux argentés, leur visage pâle tourné vers elle avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. « Vous êtes revenus, dit-elle, surprise par la chaleur dans sa propre voix. « Vous avez offert, bienvenue, répondit Arya comme si cela expliquait tout. Nous sommes revenus. Eh bien, entrez à l'abri de la pluie. Mélissa fit un geste vers leur banquette, près de la fenêtre. Même endroit qu'hier. Les enfants se dirigèrent vers la banquette, près de la fenêtre avec la même grâce étrange, l'eau s'accumulant sous leurs pieds sur le linoléum usé. Mélissa attrapa un torchon de bar et l'apporta, s'accroupissant à côté du plus petit. Adrien, n'est-ce pas? Quand il hocha la tête, elle pressa doucement l'eau des pointes de ses cheveux argentés. Vous allez attraper froid à vous promener par un temps pareil. Ses yeux étranges et lumineux, se fixèrent sur son visage avec une intensité troublante. Nous ne souffrons pas du froid, dit-il doucement. Mais nous apprécions l'attention. Mélissa sourit et se dirigea vers la cuisine, son esprit planifiant déjà leur repas. Elle réchauffa du lait dans une casserole, ajoutant du miel et une généreuse pincée de muscade cette fois, quelque chose que sa grand-mère avait l'habitude de faire les nuits d'hiver. Des croissants frais allèrent au four, et elle réchauffa le reste de la soupe de légumes du jour, ajoutant des herbes supplémentaires. Quand elle revint avec les tasses fumantes, Adrien tendit la main vers la sienne immédiatement. Ses petits doigts effleurèrent la main de Mélissa, et elle faillit laisser tomber la tasse. Sa peau était glaciale. Pas fraîche, froide, comme toucher du marbre en hiver, comme presser sa paume contre une fenêtre givrée. Pas de chaleur, pas de poux de vie sous la surface. Le souffle de Mélissa se coupa, mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle enroula les mains d'Adrienne autour de la tasse en céramique chaude, les y maintenant doucement. « Voilà, » murmura-t-elle. « Laisse ça te réchauffer, ma chérie. » Quelque chose ondula dans l'air. Un son si subtil que Mélissa faillit le manquer. Un léger bourdonnement comme un diapason frappé dans une pièce lointaine, vibrant à travers les tasses et les couverts sur la table. Les lumières du plafond vacillèrent, et dans le miroir derrière le comptoir, Mélissa aperçut quelque chose d'impossible. Une fissure capillaire dans le verre qui était là depuis des mois se referma soudainement. La fracture disparaissant comme si elle n'avait jamais existé. Elle cligna des yeux fortement. Certaine que l'épuisement lui jouait des tours. Mademoiselle Mélissa, la voix de Sarafina la ramena à la réalité. Quelque chose ne va pas. Non, dit rapidement Mélissa, secouant les étrangetés. Juste fatiguée. Longue journée. Laissez-moi vous apporter votre nourriture. Elle revint avec des croissants et de la soupe, arrangeant tout avec un soin exercé. Les enfants mangèrent lentement, savourant chaque bouchée avec une révérence qui serra la poitrine de Mélissa. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait apprécié sa cuisine comme ça? La porte sonna à nouveau. 2 de ses habitués, une infirmière de nuit nommée Carmen et un chauffeur de taxi nommé Joe, entrèrent en traînant les pieds, secouant la pluie de leurs manteaux. Ils commandèrent du café, jetant des regards curieux vers la banquette des enfants. « Ces enfants encore ?» murmura Carmen quand Mélissa apporta leur tasse. « Ils étaient là hier aussi, n'est-ce pas ?»« Juste des clients, » répondit Mélissa, gardant sa voix neutre. « Ils sont différents, » marmonna Joe, remuant du sucre dans son café. « Quelque chose ne va pas chez eux. »« Ce ne sont que des enfants, » dit fermement Mélissa, mettant fin à la conversation. Mais elle remarqua comment Carmen et Joe partirent rapidement, leur café à moitié bu. 20 minutes plus tard, son gérant, Ray, sortit du bureau de l'arrière, un presse-papier à la main et l'inquiétude gravée sur son visage buriné. « Mélissa, il faut qu'on parle. » Il fit un geste vers les enfants. « Tu as copié leur repas hier soir. On ne peut plus faire ça. On arrive à peine à joindre les 2 bouts tels quels. »« Je paierai moi-même, » dit doucement Mélissa. « Ce n'est pas une question d'argent. Enfin, si, mais écoute, plus de repas gratuits, d'accord? Pas avec la façon dont les affaires vont. » Mélissa hocha la tête, bien qu'elle n'ait aucune intention de renvoyer les enfants. Après que Ray se soit retiré dans son bureau, Mélissa remarqua quelque chose d'étrange. Quand elle vérifia le pot à pourboire 1 heure plus tard,
Le vieux pot en verre près de la caisse où les clients laissaient parfois de la monnaie, il était plus plein qu'il n'aurait dû l'être. Pas seulement plus plein, exact. Elle compta rapidement. Assez pour couvrir les 2 nuits de repas offerts, plus la facture d'électricité qui lui avait causé de l'anxiété toute la semaine. Elle regarda vers la banquette, près de la fenêtre. Les enfants étaient assis en silence, regardant la pluie tomber sur la vitre, et au-delà d'eux, à peine visible à travers l'averse, cette grande silhouette se tenait à nouveau de l'autre côté de la rue. Cette fois, Mélissa ne détourna pas le regard. Elle le fixa directement, le visage pâle sous la capuche, les yeux qui brillaient faiblement en rouge dans l'obscurité, la noblesse immobile de sa posture. Il ne bougea pas, ne se cacha pas, se contenta de regarder. « Il teste », réalisa-t-elle soudainement. « Il teste quelque chose. »« Il est temps de partir », annonça Aria, glissant de la banquette. Ses frères et sœurs la suivirent, se dirigeant vers la porte avec réticence. Mélissa les accompagna jusqu'à l'entrée, tenant la porte ouverte contre le vent. La pluie fouettait le trottoir et elle attrapa un parapluie sur le support. « Tiens, prends ça. »« Pas besoin, » dit Aria doucement, puis elle marqua une pause, ses yeux lumineux fixés sur le visage de Mélissa, et elle parla avec une soudaine formalité, sa voix portant un poids qui rendait l'air plus lourd. La chaleur donnée librement ne sera pas oubliée. La frasonnait ceremonielle. Ancienne, comme des mots d'un rituel que Mélissa ne comprenait pas, de rien, répondit Mélissa. Incertain. Rester en sécurité, d'accord. Elle les regarda disparaître sous la pluie, la grande silhouette se déplaçant pour les rencontrer. Cette fois, elle le vit clairement. Il s'agenouilla devant les enfants et Adrienne tendit la main pour toucher son visage. Un geste de familiarité, de père de famille. Pensa Mélissa. C'est leur père. Mais quel genre de père regardait depuis l'ombre au lieu d'entrer? Mélissa retourna à sa routine de fermeture. Perturbée, mais incapable d'articuler pourquoi. Elle ferma à clé à minuit, sortant dans la rue trempée par la pluie, serrant sa veste contre le froid. La porte du café se referma derrière elle. Quand Mélissa revint à l'aube pour préparer le service du matin, elle se figea sur le seuil, gravé dans le bois de la porte. Petit, précis, à peine visible à moins de savoir où chercher, se trouvait un symbole qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un seau cramoisi, encore légèrement chaud au toucher, gravé avec quelque chose qui n'était certainement pas une clé. Cela ressemblait à un sceau, à une marque, à une revendication. La main de Mélissa trembla alors qu'elle traçait les courbes du symbole, et quelque part au fond de ses os, elle sentit quelque chose s'éveiller, quelque chose d'ancien et de contraignant, comme un contrat écrit avec chaleur et gentillesse, signé à son insu. Le serment du gardien avait commencé. Mélissa essaya de frotter le seau 3 fois avant le début de son service. Il ne bougeait pas. La marque cramoisie semblait gravée dans le bois lui-même, aussi permanente qu'une marque au fer rouge. Elle finit par abandonner et plaça une pancarte en ardoise par-dessus, annonçant le plat du jour, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Le service du soir s'étira avec la poignée habituelle de clients, des livreurs prenant un café, un étudiant campant à une table de coin avec des manuels étalés. Mélissa continuait de jeter un coup d'œil à l'horloge, se demandant si les enfants reviendraient. Ils arrivèrent à 21h30, juste au moment où la pluie recommença. Cette fois, ils n'étaient pas seuls. Un homme entra derrière eux, grand, mince, vêtu d'un manteau sombre qui semblait cher malgré son austérité. Ses cheveux étaient gris-fer, balayés en arrière d'un front haut, et son sourire était trop large, trop figé, comme quelque chose qu'il avait appris à porter plutôt que ressenti. Il choisit une table près de la banquette des enfants, croisant les mains sur la table avec une précision délibérée. « Bonsoir », dit-il, sa voix douce comme de l'huile versée. « Un café noir, s'il vous plaît. Pas de sucre. »« Tout de suite », répondit Mélissa, ses instincts la picotant. Elle apporta aux enfants leur lait chaud habituel avec du miel et de la muscade, des croissants frais, de la soupe, et remarqua à quel point ils s'étaient raidis sur leur siège. Adrienne s'était placée entre ses sœurs et l'étranger, ses petites mains agrippant le bord de la table. L'homme sirota son café, ses yeux gris pâles ne quittant jamais les enfants. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-il, s'adressant directement à eux. « Rare de voir des jeunes dehors si tard. Je suis le pasteur Méric et vous êtes ?» Le visage d'Aria resta impassible, mais Mélissa vit ses doigts trembler légèrement alors qu'elle prenait son lait. « Ils sont juste là pour dîner. » Mélissa intervint en douceur, s'interposant entre les tables. « Puis-je vous offrir autre chose, monsieur ?» Le sourire de Maric s'élargit, bien que ses yeux restassent froids. « Comme vous êtes gentil de nourrir les animaux errants. C'est très charitable. » Le mot tomba comme une insulte. « Ce sont des clients, » dit Mélissa fermement. « Comme tout le monde. » Bien sûr, Méric prit une autre lente gorgée,
bien qu'on se demande où leur gardien pourrait être. Les enfants ne devraient pas errer seuls après la tombée de la nuit. Des choses dangereuses dans l'ombre ces jours-ci. Le fil de ces mots était d'une finesse de gaz, mais indubitable. Mélissa sentit sa mâchoire se serrer. Si vous ne commandez pas de nourriture, je vais devoir vous demander de finir votre café et de partir. Nous fermons bientôt. Naturellement, Méric se leva avec une grâce fluide, laissant la monnaie exacte sur la table. En passant devant la cabine des enfants, il s'arrêta. Soyez prudents, petit. Tout le monde n'est pas aussi hospitalier que cette gentille femme. Certains d'entre nous se souviennent des anciennes lois. Puis il partit, la porte tintant doucement derrière lui. Mélissa expira lentement, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. Les enfants restèrent figés, jusqu'à ce que le son de ses pas s'estompe dans la rue. Qui étaient-ce ? Demanda Mélissa doucement, se glissant dans la cabine en face d'eux. Un chasseur ? Murmura Adrienne, sa voix à peine audible. Un chasseur de quoi ? Les yeux lumineux d'Aria rencontrèrent les siens. Après la fermeture du café, Mélissa verrouilla la porte et sortit son ordinateur portable au comptoir. Les enfants étaient partis rapidement ce soir, plus effrayés qu'elle ne les avait jamais vus. Et ces pièces, les anciennes avec lesquelles ils avaient payé, reposaient dans la poche de son tablier comme de petits pois. Elle en photographia une et effectua une recherche d'images inversées. Les résultats lui coupèrent le souffle. Dynastie Vespée, 1647 à 1842, royaume de la cour immortelle. Elle parcourut des articles universitaires et des blogs de théorie du complot, des archives de musées et des collections de folklore. Le blason Vespée, une couronne sur 3 étoiles, apparaissait encore et encore. Les récits historiques les décrivaient comme une maison noble qui régnait sur des territoires d'Europe de l'Est, disparaissant mystérieusement au milieu du IXe siècle. Les légendes affirmaient qu'ils n'étaient pas humains du tout, qu'ils étaient quelque chose de plus ancien, quelque chose qui se nourrissait. Mélissa ferma brusquement l'ordinateur portable, le cœur battant. Non, c'était ridicule. Mais les mains froides d'Adrienne, la façon dont leur reflet semblait légèrement décalé dans le miroir, la silhouette qui regardait sous la pluie avec des yeux rouges brillants, la porte claqua soudainement, et Mélissa sursauta. À travers la vitre, elle vit le visage pâle d'Aria. « S'il vous plaît, » dit la jeune fille, sa voix étouffée. « Pouvons-nous vous parler ?» Mélissa déverrouilla la porte. Les 3 enfants se précipitèrent à l'intérieur, plus agités qu'elle ne les avait jamais vus. « Nous devons vous prévenir, » dit Aria avec urgence. « Il y a ceux qui nous écoutent, qui nous chassent. L'homme de ce soir, il sait ce que nous sommes. »« Et que êtes-vous » demanda Mélissa, bien qu'une partie d'elle le sût déjà. Sarafina leva les yeux, grand et effrayé. « Nous sommes la raison de l'existence de la 2e cloche de minuit. L'heure où les chasseurs arrivent. » La 2e cloche, répéta Mélissa, confuse. « L'heure qui n'appartient ni au jour ni à la nuit, » expliqua Adrienne. « Quand le voile est le plus fin, quand nous sommes les plus vulnérables. » Mélissa jeta un coup d'œil à l'horloge. 23h47. « Vous devez rentrer chez vous, dit-elle. Maintenant, où habitez-vous ? Je vous y conduirai. Nous ne pouvons pas vous le dire, dit Aria. Mais nous n'aurions pas dû venir ce soir. Nous vous avons mis en danger. Alors je vous raccompagne, dit fermement Mélissa, attrapant son manteau et un parapluie. Je ne vous laisserai pas sortir seule. Pas avec ce monstre qui rôde. Les enfants échangèrent des regards, mais ne discutèrent pas. Ils sortirent ensemble sous la pluie. Mélissa tenant le parapluie au-dessus de la tête des enfants. La rue était vide, glissante d'eau, les lampes projetant de faibles flaques de lumière jaune. Le brouillard était entré, épais et anormal, étouffant le son. Mélissa entendit les pas avant de voir quoi que ce soit. Plusieurs ensembles se déplaçant en rythme, se rapprochant de différentes directions. « Continuez à marcher » murmura-t-elle. Des ombres se détachèrent des murs. Des figures grandes et anguleuses qui se déplaçaient étrangement. Leurs membres trop longs, leurs mouvements trop fluides. Le souffle de Mélissa se fit court et haletant. Les enfants se pressèrent contre elle. Mais alors qu'ils approchaient de la porte du café, toujours visible derrière eux, sa lumière ambrée perçant le brouillard, les ombres hésitèrent. Elles reculèrent comme si quelque chose dans le bâtiment lui-même les repoussait. « Vite !» pressa Aria. Ils coururent les derniers pas, tombant pratiquement à travers la porte du café. Mélissa la claqua et ferma le verrou, ses mains tremblantes. Dehors, les ombres se rassemblaient au bord de la lumière, observant, attendant. Puis lentement, elles se retirèrent dans le brouillard. Mélissa glissa pour s'asseoir par terre, le dos contre la porte, essayant de calmer sa respiration. Les enfants se tenaient en silence, pâles et sombres. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang » murmura Mélissa.
Avant que quiconque ne puisse répondre, elle le remarqua. Le sceau sur la porte. Il avait été gravé plus profondément qu'avant. Les lignes gravées dans le bois comme une marque. Et il brillait maintenant, pulsant d'une faible lumière cramoisie, irradiant de la chaleur contre son dos. Son téléphone vibra. Un SMS de Ri, son gérant, a trouvé des marques étranges sur la porte. Appelle la police le matin. Quelque chose ne va pas. Les lumières du café clignotèrent une fois, 2 fois, et quelque part au loin. Une cloche commença à sonner. Minuet. La 2e cloche n'a jamais fini de sonner. Au lieu de cela, le courant fut coupé. Pas progressivement, mais tout d'un coup, comme si quelque chose avait pénétré dans le bâtiment et éteint toutes les lumières simultanément. Le café plongea dans l'obscurité, le bourdonnement du réfrigérateur s'arrêta à minuit, ne laissant que le son de la pluie martelant les fenêtres. Mélissa tâtonna pour trouver son téléphone, utilisant sa faible lueur pour se diriger vers le placard de rangement. Ses mains trouvèrent les bougies d'urgence que Ray gardait pour les inspections sanitaires, ainsi qu'un briquet. Elle commença à les placer autour du café, sur les tables, le comptoir, le long des rebords de fenêtres, jusqu'à ce qu'une lumière chaude et vacillante repousse l'obscurité. Les enfants se tenaient exactement là où elle les avait laissés, 3 statues pâles à la lumière des bougies, leurs cheveux argentés captant la lueur des flammes comme un clair de lune capturé. « Asseyez-vous, dit Mélissa, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Mélissa a pris des torchons propres derrière le comptoir et s'est approchée d'eux, s'agenouillant d'abord à côté d'Adrienne. La pluie avait trempé leurs vêtements, collant leurs cheveux argentés à leur front et à leur cou. « Vous êtes trempés, murmura-t-elle, pressant doucement l'eau des cheveux d'Adrienne. Tenez-vous tranquille. Elle travaillait méthodiquement, séchant chaque enfant avec une efficacité maternelle exercée, le genre de soin qui venait de l'instinct plutôt que de la pensée. Sarafina ferma les yeux, tandis que Mélissa essuyait l'eau de son visage. Aria resta rigide, mais Mélissa vit ses épaules se détendre progressivement sous la simple gentillesse. « Voilà, dit Mélissa finalement, assise en face d'eux. Maintenant, je pense qu'il est temps que vous me disiez la vérité. Tout. » Les bougies vacillèrent dans un courant d'air qui ne devrait pas exister dans un café fermé. Aria joignit ses mains sur la table, et quand elle parla, sa voix portait le poids de la confession. Nous sommes Aria Sarafina et Adrienne Vespé, héritière d'Alaric Vazespé, qui était appelé le roi des vampires, souverain de la cour immortelle. Mélissa retint son souffle, mais elle ne parla pas, ne s'enfuit pas, elle écouta simplement. L'homme que vous avez vu ce soir, le pasteur Méric, dirige une faction appelée la Veine Cramoisie. Il croit que notre lignée est corrompue, que notre père est devenu trop miséricordieux. Les yeux lumineux d'Aria rencontrèrent ceux de Mélissa. Il cherche à mettre fin à la lignée Vespé en commençant par nous, votre père, dit Mélissa avec prudence. L'homme sous la pluie. Il vous a observé. Testez, corrigea Adrienne doucement, testez si les mortels feraient preuve de gentillesse ou de cruauté. La plupart font preuve de cruauté. Sarafina se pencha en avant, sa voix à peine un murmure. Vous êtes la première à avoir été simplement gentille. Sans poser de questions, sans rien vouloir en retour. Mélissa sentit sa gorge se serrer. Elle regarda ses 3 enfants pâles et anciens, car c'est ce qu'ils étaient malgré tout, et ne vit que la peur et la solitude. « Asseyez-vous, dit-elle fermement en se levant. Manges. Nous pensons mieux avec de la nourriture chaude. Elle se dirigea vers la cuisine, travaillant à la lumière des bougies et par mémoire musculaire. Du lait dans une casserole, du miel et de la cannelle mélangés, chauffés jusqu'à ce que la vapeur s'élève en volutes paresseuses. Elle trouva du cacao en poudre et l'ajouta, se souvenant comment Adrienne s'était animée à la mention de quelque chose de sucré. Quand elle revint avec 3 tasses et une assiette de pâtisserie, les enfants regardèrent le cacao comme si elle leur avait offert un trésor. « Vous pouvez boire ça ?» demanda Mélissa, soudain incertaine. « Je veux dire, nous sommes jeunes, » expliqua Aria. « Nous pouvons consommer des liquides chauds, certains aliments. Nos corps se souviennent encore de la vie, le cacao surtout. Quelque chose à propos de la chaleur, de la douceur. Cela nous réconforte d'une manière que le sang ne peut pas, il y a une vieille loi, » ajouta Sarafina timidement. Le pacte des tables. Il dit que tout foyer qui nourrit les affamés devient un sol sacré, un espace entre les mondes. La plupart des vampires l'ont oublié, mais Père s'en souvient. Est-ce pour cela que les ombres ne pouvaient pas nous atteindre ? Demanda Mélissa. Quand nous étions près du café, Aria hocha la tête. Cet endroit devient une salle, un sanctuaire. Parce que tu continues à nous nourrir sans peur, sans exigence. Le serment du gardien se réveille. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, dit Adrien, en enroulant ses mains froides autour de la tasse chaude. Tu as juste besoin d'être toi. C'est suffisant. Dehors,
la pluie s'intensifia, passant d'une averse à un déluge. À travers les fenêtres éclairées à la bougie, Mélissa vit des formes se rassembler. De hautes silhouettes formant un cercle autour du café. Plus qu'avant, des dizaines peut-être. La pluie commença à sonner faux. Non plus de l'eau, mais quelque chose de plus dur, de plus tranchant, comme des aiguilles contre du verre. Ils sont là, murmura Aria. Les enfants se rapprochèrent, leurs petits corps tendus. Mélissa se leva, se plaçant entre eux et la porte, son cœur battant la chamade, mais ses pieds fermement ancrés. Le capteur de la porte tinta, ce son clair et joyeux étant totalement inapproprié à ce moment. Mais personne n'entra. Au lieu de cela, une voix s'éleva à travers la fenêtre battue par la pluie, douce et froide comme la glace hivernale. La voix de Maric, Mélissa John, aplatée-elle, formelle et moqueuse. Vous hébergez ce qui ne vous appartient pas de protéger. Rendez les enfants vespés avant que la deuxième cloche ne sonne à nouveau, et vous serez épargnés. C'est une miséricorde que j'offre une fois, une seule fois. Les bougies vacillèrent follement. Les mains de Mélissa se serrèrent en poing sur ses côtés. Dehors, les silhouettes se pressaient contre la vitre, et la pluie tombait comme des poignards, et quelque part au loin, une cloche commença à sonner à nouveau, lente, délibérée, comptant jusqu'à minuit, jusqu'à la deuxième cloche, jusqu'à l'heure où Mélissa devrait choisir. Livrer 3 enfants effrayés à des monstres dans l'obscurité, ou s'opposer à des forces qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle regarda Aria, Sarafina et Adrien, leurs visages pâles et effrayés éclairés par la lumière tremblante des bougies. « Mettez-vous derrière le comptoir, » dit Mélissa doucement. « Et restez-y, » dit la cloche une deuxième fois. La deuxième cloche sonna, les fenêtres s'embuaient instantanément, non pas de condensation, mais de quelque chose de plus épais, comme du givre se répandant sur le verre. Et avance rapide. Le seau cramoisi sur la porte s'embrasa, sa lumière si vive que Mélissa dut se protéger les yeux. Les bougies vacillèrent et oscillèrent comme prises dans un vent qui n'existait pas. Puis la porte s'ouvrit. Méric entra, flanqué de 2 figures en manteau sombre dont les visages restaient cachés sous de profondes capuches. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice, leurs pas ne faisant aucun bruit sur le linoléum. Derrière le comptoir, Mélissa entendit les enfants halter. Les quelques clients restants, Carmen, l'infirmière, et un vieil homme qui sirotait son café, se recroquevillèrent dans leur banquette, les yeux écarquillés par une peur primale. « Mademoiselle Jeune, » dit Méric, son sourire aussi tranchant que du verre brisé. « Votre temps est écoulé. Écartez-vous. » Les jambes de Mélissa étaient comme de l'eau, mais elle se força à bouger. Non pas loin des enfants, mais vers eux. Elle se positionna entre la cabine et Maric, ses mains agrippant un plateau de service en métal qu'elle avait saisi sans réfléchir. Un bouclier ridicule contre des monstres impossibles. « Ils sont sous mon toit, » dit-elle, sa voix tremblante mais audible. « Ils mangent. Vous pouvez attendre. » Le rire de Méric était doux, apitoyé. « Courageux, stupide, mais courageux. Comprenez-vous même ce que vous protégez ? Ce ne sont pas des enfants, mademoiselle John. Ce sont des parasites. Des sangsues au visage innocent. Ce sont des enfants, rétorqua Mélissa. Et ils sont venus ici affamés. Ils sont venus ici parce que les fenêtres ont explosé vers l'intérieur, elles ne se sont pas brisées, elles ont explosé. Verre, pluie et fumée ont éclaté dans le café comme la colère de Dieu. Mélissa se jeta sur la banquette des enfants, les protégeant de son corps tandis que des éclats volaient. Le vent hurlait dans l'espace, éteignant la moitié des bougies, et la température chuta si vite que le souffle de Mélissa sortait en nuages. À travers la fumée et la pluie, une silhouette franchit le seuil. Il était grand, incroyablement grand, ses cheveux pâles flottant derrière lui comme de l'eau argentée, sa cape gonflée par un vent qui semblait émaner de lui seul. Sur sa tête reposait une couronne de fer noir, ses pointes comme des épines, captant la lumière des bougies et projetant des ombres sur les murs du café. Ses yeux brillaient d'un rouge grenat, ancien et terrible, balayant la scène avec l'autorité absolue d'un roi. Alric Vespé, le roi des vampires. Son regard trouva Mélissa en premier, accroupie sur ses enfants, un plateau tenu comme une arme pathétique. Puis il se posa sur Méric, et la température chuta de 10 degrés de plus, dit-elle. La voix d'Alaric roula dans le café comme un lointain tonnerre. « Ils mangent, » Méric se raidit, ses chasseurs reculant involontairement d'un pas monseigneur, dit Méric, se reprenant avec une douceur forcée. « Nous ne nous attendions pas, vous êtes entrés dans un lieu d'hospitalité, » continua Alaric. Ses mots étaient mesurés et froids. Alors que les héritiers de ma lignée étaient à table, vous avez menacé de violence une hôtesse offrant abri et subsistance. Expliques. Cette mortelle a enfreint la loi sacrée. Méric répliqua, sa voix gagnant en force. Elle nourrit le sang royal.
Une humaine offre de la subsistance aux héritiers de Vespé sans autorisation, sans compréhension. C'est un blasphème. C'est le pacte des tables. Alaric l'interrompit. Ses yeux rouges se tournèrent vers Mélissa. N'est-ce pas? Mélissa se redressa lentement, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait lui briser les côtes. Derrière elle, elle sentit les enfants se presser contre son dos, cherchant refuge dans sa présence. Je ne connais rien au pacte ou aux lois, dit-elle, sa voix. Ils avaient faim. C'est tout ce que j'ai vu. Des enfants qui avaient besoin de nourriture, elle rencontra ses yeux terribles. Est-ce important ce qu'ils sont? Le silence s'étira comme une lame entre les battements de cœur. Puis quelque chose changea dans l'expression d'Alaric. Pas un adoucissement exactement, mais quelque chose d'ancien et de froid se fissurant légèrement. Pour vous, cela n'a pas d'importance, dit-il doucement. Pour nous, cela change tout. Il se tourna vers Méric et sa voix devint de fer. J'invoque l'ancienne loi. Cette maison est sous mon vœu. Le mortel qui nourrit mon sang sans demande devient le gardien de cette salle. Nul ne peut lui faire de mal. Nul ne peut menacer ceux qui se rassemblent à sa table. C'est mon décret. Vous ne pouvez pas, Méric commença. Je suis roi. Alaric dit doucement, et les mots portaient un tel poids que Méric chancela physiquement. Je peux, le visage de Méric se tordit de rage, son calme se brisant enfin. Tu es devenu mou, Vespé, faible. La cour en entendra parler. Une gardienne humaine pour tes propres enfants. Tu te moques de nos lois. Je les refais, répondit Alaric. Comme c'est mon droit. Les enfants sortirent de derrière Mélissa, se plaçant à côté de leur père. La main d'Alaric vint se poser sur les cheveux argentés d'Adrienne. Le geste était étonnamment doux. Méric recula vers les fenêtres brisées, ses chasseurs se retirant déjà sous la pluie. Ce n'est pas fini. La veine cramoisie n'oublie pas. Nous ne pardonnons pas. Ni l'un ni l'autre, dit Alaric. Moi non plus? Le sourire de Méric revint, aigu et venimeux. Profitez de votre sanctuaire tant qu'il dure, mademoiselle Jaune. Je reviendrai avec un rituel de cendre, légal, contraignant, reconnu par les deux cours, et je regarderai ce lieu hérétique brûler avec vous à l'intérieur. Puis il disparut, se dissolvant dans la pluie et le brouillard comme de la fumée. Les clients restant s'enfuirent sans payer, se précipitant hors de la porte dans la tempête. Mélissa resta seule avec le roi vampire et ses enfants, entourée de verres brisés et de bougies vacillantes, tout son corps tremblant de chocs différés. Alaric se tourna pour lui faire face entièrement. De près, il était encore plus terrifiant. Beau et terrible, le pouvoir rayonnant de lui comme la chaleur d'une forge. Vous avez ma gratitude, Mélissa Jaune, dit-il, sa formalité archaïque faisant que les mots ressemblaient à un contrat contraignant, et ma protection pour ce qui reste de votre vie tant qu'ils sont à votre table. Aucun vampire dans ce royaume ne peut vous toucher. Je ne comprends rien à tout ça, murmura Mélissa. Tu n'as pas besoin de comprendre, dit Arya doucement, faisant écho aux mots de son frère plus tôt. Tu as juste besoin de continuer à être toi. Alaric étudia Mélissa avec ses yeux intemporels. Les enfants reviendront demain soir si vous le permettez. Et moi, il fit une pause. Je veillerai à ce qu'il n'y ait plus de perturbations. Puis il recula à travers la fenêtre brisée, sa cape flottant, et disparut sous la pluie avec ses enfants le suivant comme des ombres pâles. Mélissa s'effondra sur le sol au milieu du verre et de l'eau, ses mains tremblantes. Les derniers mots de Méric résonnaient dans son esprit. Un rituel de cendres. Quoi que ce fût, cela ressemblait à une condamnation à mort. Mélissa ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise au comptoir jusqu'à l'aube, entourée de verres brisés et de flaques de pluie, attendant que Ri arrive et la renvoie sur le champ. Au lieu de cela, elle entendit des pas distincts, doux, déterminés, anormalement synchronisés. 3 silhouettes vêtues de noir apparurent aux fenêtres brisées alors que la première lumière grise touchait le ciel. Ils ne parlaient pas, ne reconnaissaient pas sa présence. Ils travaillaient simplement. De nouvelles vitres apparurent de nulle part, s'ajustant parfaitement dans des cadres qui auraient dû nécessiter des commandes sur mesure. Les outils se déplaçaient avec une précision chirurgicale. En 1 heure, les fenêtres furent restaurées, non seulement réparées, mais perfectionnées. Le verre plus clair qu'il ne l'avait jamais été, sans une seule rayure ou imperfection. L'une des figures laissa une bourse en cuir sur le comptoir avant de partir. Mélissa l'ouvrit avec des doigts tremblants et trouva d'autres de ces pièces antiques, assez pour couvrir les dégâts 3 fois, plus le loyer du mois qu'elle redoutait. Au moment où Ré arriva à 8 heures, le café avait meilleure allure qu'il n'en avait eu depuis des années. Même l'enseigne extérieure, qui avait clignoté par intermittence pendant des mois, brillait, stable et lumineuse. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Ré, fixant les fenêtres immaculées.
L'assurance? Mentit Mélissa avec aisance. J'ai appelé un service d'urgence. Ray parut suspicieux, mais n'insista pas. Il avait assez de problèmes sans ajouter d'autres questions. Mélissa passa sa pause déjeuner à rédiger des règles sur un morceau de carton. Son écriture était soignée et délibérée. Règles de la maison, pas de mal sous ce toit. Pas de questions qui blessent. Des secondes pour les petits. La chaleur donnait librement, reque librement. Elle la scotcha à côté de la porte, juste à côté du sigil cramoisi lumineux qui ne s'effacerait pas. Cela semblait important d'une certaine manière, comme si nommer quelque chose lui donnait du pouvoir. Les enfants arrivèrent à leur heure habituelle ce soir-là, apparaissant à la banquette de la fenêtre comme s'ils avaient été convoqués. Mais ce soir était différent, plus léger, malgré tout. Sarafina portait un petit paquet en tissu qu'elle présenta à Mélissa avec une timidité formelle. À l'intérieur se trouvait une fleur blanche pressée, ses pétales parfaitement conservés, d'une délicatesse impossible. « C'est du jardin de notre mère », murmura Sarafina. « Avant que papa ne dise que c'est la dernière. Nous voulons que vous l'ayez. » La gorge de Melissa s'asserra. « Je ne peux pas prendre quelque chose d'aussi précieux. »« Vous l'avez déjà » dit Aria simplement. Plus tard, pendant que Mélissa préparait leur repas, elle trouva Sarafina en train de dessiner sur une serviette avec un crayon qu'elle avait sorti de quelque part. Quand Mélissa jeta un coup d'œil, elle vit une carte détaillée du café, mais pas telle qu'elle était. Cette version montrait des portes cachées, des coinsures, des endroits marqués de petites étoiles. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mélissa. « Des endroits secrets » dit Sarafina. « Au cas où de mauvaises choses reviendraient. Maintenant, vous saurez où vous cacher. » Adrien, quant à lui, apprenait à plier des serviettes au comptoir. Ses petits doigts froids travaillaient avec soin, créant des formes élaborées, des signes, des fleurs, et finalement une petite couronne qu'il plaça solennellement sur la tête de Mélissa. « Pour la gardienne » annonça-t-il. Mélissa rit malgré tout, malgré la peur, la confusion et l'impossibilité de tout cela. Pendant un instant, le café se sentit comme il le devait, chaleureux, sûr, plein de joie simple. La clochette au-dessus de la porte tinta. Un homme entra, son manteau humide de la pluie perpétuelle, un badge visible à sa ceinture. « Détective », lui dirent immédiatement les instincts de Mélissa. « Bonsoir », dit-il, ses yeux fatigués parcourant le café. Le détective Morrison a reçu un rapport concernant des troubles de vandalisme. Vos voisins ont entendu des bruits vers la nuit dernière. Des dégâts causés par la tempête, dit Mélissa en essuyant le comptoir. Tout est réparé maintenant. Le regard de Morrison s'attarda sur les enfants, sur leurs peaux pâles et leurs cheveux argentés. Ces enfants vont bien? Ils semblent mal habillés pour le temps. Ils vont bien. Des clients réguliers. Où sont leurs parents? Ce n'est pas vraiment votre affaire, dit Mélissa plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. Morrison l'étudia, et elle vit la lassitude sur son visage. Un homme qui avait vu trop d'étrangetés dans cette ville pour insister trop sur des mystères mineurs. D'accord, dit-il finalement. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, de vraie aide, vous appelez. Compris. Il laissa sa carte sur le comptoir et partit. Mais Mélissa le vit s'arrêter devant la fenêtre, observant les enfants avec des yeux troublés avant de disparaître sous la pluie. 1 heure plus tard, Alaric arriva. Il n'a pas fait irruption par les fenêtres cette fois-ci. Il est simplement apparu dans l'embrasure de la porte après la fermeture, la pluie ruisselant de sa cape, la couronne absente, mais l'autorité intacte. Les enfants allèrent immédiatement vers lui, et Mélissa le regarda s'agenouiller pour les embrasser. Un geste si humain, si paternel, qui lui serra le cœur. « Puis-je vous parler » demanda-t-il à Mélissa, son ton formel s'adoucissant légèrement. Elle le conduisit à la cuisine, loin des enfants. Huplot, sans le drame de la bataille, il regarda. Fatigué, ancien et fatigué. Vous avez déjà testé des humains, dit Mélissa. Avec vos enfants? Combien? 17 villes, répondit Alaric doucement. Au cours des 5 dernières années. Partout où nous allions, les mortels les craignaient, les exploitaient ou les ignoraient complètement. Vous êtes la première à simplement les nourrir. Pourquoi tout tester? Pourquoi ne pas simplement en prendre soin vous-même ouvertement? Les yeux grenats d'Alaric rencontrèrent les siens, parce qu'une guerre civile arrive à la cour immortelle. Mon règne est contesté par des fanatiques qui croient que la miséricorde est une faiblesse. Si mes enfants sont considérés comme vulnérables, si je suis considérée comme sentimentale, il fit une pause. Ils seront ciblés pour me faire du mal.
J'avais besoin de savoir s'il y avait encore de la gentillesse dans le monde des mortels. Si un sanctuaire pouvait exister, et vous existez, dit-il simplement. C'est une réponse suffisante. Il lui tendit un petit parchemin roulé. Des rumeurs se répandent. D'autres vampires, des réfugiés des purges de la cour, entendent parler de cet endroit. Il appelle une maison de fin sûre, une salle où aucun vampire ne peut chasser si la chaleur est donnée librement. Certains viendront chercher refuge. D'autres viendront chercher à le détruire. Marvelous, Mamona Melissa. Vous pouvez refuser, dit Alaric. Je ne vous en voudrais pas, ce n'est pas votre guerre. La troisième cloche, les fenêtres se givrèrent instantanément. Et dans les cristaux de glace, un motif apparut. Le blason des Vêpres. La couronne sur 3 étoiles gravée avec une parfaite précision sur chaque vitre. Les lumières du café s'éclaircirent sans clignoter. L'air devint plus chaud et Mélissa sentit quelque chose se mettre en place. Comme une clé tournant dans une serrure dont elle ignorait l'existence. Le hall s'était éveillé et quelque part dans la ville sombre et pluvieuse. Des ennemis prévoyaient déjà comment le réduire en cendres. Le motif de givre sur les fenêtres dura 3 jours avant le retour de Méric. Il arriva au crépuscule. Quand le café était à moitié plein avec la ruée du soir, des camionneurs, des infirmières entre 2 quarts, un musicien accordant une guitare dans le coin. Les enfants étaient assis à leur table habituelle, du lait chaud fumant devant eux. Cette fois, Méric n'était pas seul. Il amena 6 personnages en robe cramoisie, leurs visages cachés sous des capuches, et quelque chose de pire. 2 policiers en uniforme qui semblaient hébétés, confus, leurs yeux légèrement vitreux comme s'ils marchaient dans un rêve, et ils portaient un parchemin. Le parchemin était ancien, ses bords noircis et recourbés, liés par un sceau de cire rouge pressé d'un sigil que Mélissa ne reconnaissait pas. Quand Méric le déroula, les mots semblèrent se tordre sur la page, écrits dans une langue qui faisait mal à regarder directement. Mélissa John, annonça Méric, sa voix portant à travers le café avec une clarté surnaturelle, par l'autorité de la veine cramoisie et des anciennes cours. Je présente un acte de cendre. Cet établissement a été déclaré sanctuaire hérétique en violation de l'alliance de séparation. Il doit être brûlé pour purifier le blasphème. Les policiers s'avancèrent mécaniquement. Madame, vous devez évacuer les lieux. Il y a eu une plainte. Une plainte? La voix de Mélissa s'éleva. À propos de quoi? Servir de la nourritura? Abriter des individus dangereux, Méric ajouta doucement. Des mineurs sans tutelle appropriée. Des violations du code de la santé. Les autorités ont été informées. Mélissa le vit alors. Le subtil enchantement dans les yeux de l'officier. La façon dont ils bougeaient comme des marionnettes. Méric les avait manipulés, les avait pliés à sa volonté. C'est mon commerce, dit Mélissa, ses mains agrippant le bord du comptoir. Ce sont mes clients. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits, Méric l'interrompit, brandissant le rituel. J'ai tous les droits, Méric l'interrompit, brandissant le rituel. Ce document annule et remplace la loi humaine. Il est reconnu par les 2 tribunaux, mortels et immortels. Le bâtiment brûlera avant l'aube. Dans la cabine, Aria commença à fredonner si doucement qu'au début, Mélissa l'entendit à peine. Puis Sarafina la rejoignit, leurs voix s'entremêlant en harmonie qui ne devrait pas être possible, créant un son qui faisait scintiller l'air. Une protection. Mélissa réalisa qu'elle chantait une protection. Adrienne glissa un couteau à beurre de la table, le plaçant dans sa petite main, le tenant comme une épée, sa mâchoire serrée avec une détermination féroce. La porte du café s'ouvrit en grand. Un lyrique entra, sa présence remplissant l'espace comme une tempête contenue dans une forme humaine. Il ne portait pas de couronne ce soir, mais son autorité n'avait pas besoin de symbole. Les figures vêtues de cramoisie reculèrent instinctivement. Méric. La voix d'Alaric était du fer froid. Tu testis ma patience. J'invoque la loi, pas la guerre, répondit Méric, bien que Mélissa entendît le tremblement sous sa confiance. Je t'offre un duel sanglant comme le veut la tradition. Ta vie contre la mienne. Le vainqueur revendique la salle. J'accepte. Alaric dit immédiatement. Non, cria Mélissa, se surprenant elle-même. Pas de duel. Pas de vampire décidant ce qui arrive à mon café. Les 2 immortels se tournèrent pour la regarder. C'est une propriété humaine. Mélissa continua, sa voix tremblante mais ferme. Une affaire humaine. Vous voulez le brûler? Vous devrez le faire devant des témoins. Des témoins humains. Elle attrapa son téléphone et commença à envoyer des SMS, ses doigts volant sur l'écran. Des messages à Carmen l'infirmière, à Joe,
le chauffeur de taxi, au détective Morrison, à tous les habitués qui avaient déjà bu du café à son comptoir. Urgence à Whisperlight. Besoin de témoins. Venez maintenant, s'il vous plaît. Que faites-vous? Merrick siffla. J'invite le quartier. Mélissa dit, si vous voulez un spectacle, Merrick, donnons-vous un spectacle. Brûlez cet endroit devant une foule. Voyons comment votre manipulation tient quand des dizaines d'humains regardent. Le visage de Merrick se tordit de rage. Mais Mélissa vit le calcul dans ses yeux. Le glamour de masse était difficile. Les témoins étaient dangereux, et les autorités humaines, même manipulées, ne pouvaient ignorer la violence publique. Dans les 15 minutes, les gens commencèrent à arriver. Carmen amena 2 autres infirmières. Joe amena des collègues chauffeurs. Le musicien appela des amis. Le détective Morrison se présenta, la main posée sur son arme, les yeux vifs et évaluateurs. Mélissa se déplaça à travers la foule grandissante, versant du café, offrant des pâtisseries, transformant l'hospitalité en armure. À chaque tasse servie, à chaque petite gentillesse offerte, elle sentait le café devenir plus chaud, plus fort. La crête des vêpres sur les fenêtres brillait plus fort. La cloche au-dessus de la porte sonna une fois, puis 2 fois d'elle-même, sans que personne ne la touche. Cela ne change rien, grogna Merrick. Mais Mélissa entendit l'incertitude maintenant. Le rituel est contraignant. Alors utilise-le, défia Alaric. Brûle la salle devant ses témoins. Montre-leur à quoi ressemble ta justice. Le sourire de Merrick revint, aigu et venimeux. Comme tu veux. Il leva le rituel, et il commença à fumer. Pas une fumée ordinaire. C'était noir, huileux, mauvais. Il rampait sur le parchemin comme une ombre vivante. Et quand Merrick prononça des mots dans une langue qui précédait la civilisation humaine, la fumée commença à se solidifier en flamme. Ce n'était pas un feu qui réchauffait. C'était un feu qui consumait, spécifiquement conçu pour brûler les sanctuaires, pour dévorer les lieux de protection et les réduire en cendres et en souvenirs. La foule haleta alors que les flammes prenaient forme, flottant dans la paume de Merrick comme une bête en cage. Deors, la pluie changea. L'averse régulière se transforma en quelque chose de plus aigu, plus dur, cristallin et coupant. Plus de pluie, mais des rasoirs tombant du ciel. Chaque goutte scintillait comme du verre brisé dans les lumières de la rue. Le rituel s'enflamma complètement, les flammes se propageant le long du bras de Merrick sans le brûler, gagnant en force et en fin. Dernière chance, gardienne, dit Merrick, sa voix épaisse de triomphe. Rendez le vespé, enfant, et j'épargnerai votre salle. Refusez et regardez tout ce que vous avez construit se transformer en cendres. La foule se pressa contre les murs. Les enfants se rapprochèrent de Mélissa. La main d'Alaric se porta vers une arme que Mélissa ne pouvait pas voir. Et Mélissa, debout au centre de son café avec une cafetière dans une main et 40 ans de gentillesse humaine ordinaire dans son cœur, fit son choix. Non, dit-elle simplement. Merrick lança le feu. Le feu frappa les fenêtres et hurla. Pas le crépitement des flammes ordinaires, mais un son comme du métal qui se déchire, comme le cri de mort de quelque chose qui ne devrait pas exister. Le feu noir se répandit sur la vitre comme de l'huile, cherchant à entrer, avide de dévorer le sanctuaire. Dehors, la veine cramoisie commença à chanter, 6 voix en parfaite harmonie, des mots qui précédaient le langage, appelant le feu vers l'intérieur. La pluie de rasoirs s'intensifia, réduisant la visibilité à quelques mètres, piégeant tout le monde à l'intérieur. À l'intérieur, Mélissa se déplaça, non pas loin du feu, mais vers sa cuisine, vers la chaleur, vers ce qu'elle connaissait. Carmen, appela-t-elle, sa voix ferme malgré son cœur battant. Aide-moi avec le cacao. Joe, demarre la cafetiere. Tous ceux qui peuvent tenir une tasse, commençaient à verser. Êtes-vous fou? Quelqu'un cria. Le bâtiment est en feu. Le bâtiment est assiégé, corrigea Mélissa, sortant sa plus grande casserole. Et l'hospitalité est notre façon de riposter. Elle ne comprenait pas pourquoi elle savait cela, mais elle le ressentait de la même manière qu'elle avait senti la salle s'éveiller. Elle ne comprenait pas pourquoi elle savait cela, mais elle le ressentait de la même manière qu'elle avait senti la salle s'éveiller. Chaque acte de service, chaque gentillesse nourrissait la force du sanctuaire. Le feu consumait la peur et la haine. La chaleur était son opposé. Aria et Sarafina la rejoignirent, leurs petites mains se déplaçant avec une vitesse surnaturelle, arrangeant des croissants sur des assiettes, remplissant des tasses de chocolat chaud fumant. Adrienne montait la garde près du stand, son couteau à beurre toujours serré comme une épée, son jeune visage féroce. Le feu noir trouva une fissure dans le joint de la fenêtre et s'y engouffra. Il rampa le long du mur comme une ombre vivante,
laissant des marques de brûlure sur la peinture, remplissant le café de l'odeur de choses brûlantes qui ne devraient jamais brûler. Espoir. Sécurité à la maison. Non, dit Mélissa. Elle ne le cria pas. Elle ne hurla pas, elle prononça juste le mot clairement, fermement, en posant une tasse de cacao sur le comptoir. Le feu recula, non pas éteint, mais arrêté comme s'il avait heurté un mur invisible. Mélissa sentit quelque chose la traverser. Le hall répondait, reconnaissant l'ordre de sa gardienne. Puis les fenêtres volèrent en éclats. Alaric et Méric explosèrent à travers la vitre dans un flou de mouvements trop rapides pour que les yeux humains puissent le suivre. Ils se frayèrent un chemin à travers les reflets, apparaissant dans les miroirs, dans le chrome poli de la machine à expresso, dans les fenêtres mouillées par la pluie, chaque surface devenant un champ de bataille. Quand ils se manifestèrent pleinement, ils étaient terribles à voir. Tout Alaric, toute fureur pâle et puissance ancienne. Méric tordu de rage fanatique, tous deux se déplaçant avec la grâce mortelle des prédateurs suprêmes. La foule cria et recula. Le détective Morrison dégaina son arme, les mains tremblantes, ne sachant où viser. Les officiers manipulés restèrent figés, leur charme se brisant sous le poids d'une réalité impossible. « Tenez la porte !» cria soudain Morrison, faisant un choix. Il attrapa une table et la poussa contre l'entrée. Personne n'entre ni ne sort. Si cet endroit tombe, nous tombons tous ensemble. Les citoyens répondirent. Joe et Carmen, le musicien et les infirmières, même les officiers hébétés, barricadant la porte contre la veine cramoisie chantante à l'extérieur. Le café devint une forteresse. Le hall devint un terrain d'entente, et Mélissa continua de servir. Cacao et café, thé et lait chaud. Chaque tasse servie avec des mains tremblantes et une grâce obstinée. À chaque récipient rempli, le feu noir reculait d'1 pouce. Les murs s'éclaircirent. L'air devint plus chaud malgré les fenêtres brisées. Le feu rampa plus près du stand des enfants. Non, dit Mélissa à nouveau. Plus fort cette fois. Une lumière dorée s'étendit sur le sol depuis l'endroit où elle se tenait. De fines lignes au début, comme des fissures dans la porcelaine, puis devenant plus fortes, plus brillantes. Chaque repas qu'elle avait jamais servi aux enfants. Chaque petite gentillesse, chaque moment de chaleur donné librement, se manifesta sous forme de fils lumineux se répandant dans le café. Le serment de la gardienne s'éveilla pleinement. Le feu noir toucha la lumière dorée et se dissipa, hurlant en disparaissant. Les figures vêtues de cramoisi à l'extérieur trébuchèrent dans leur chant, leur rituel se brisant. Maric rugit de fureur, se détachant d'Alaric. Impossible. Le riz ne peut pas battre. La lumière dorée le frappa comme une vague. Il chancela, de la fumée s'élevant de ses robes là où la lumière le touchait. Les autres chasseurs tentèrent de fuir, mais la lumière les trouva à travers les fenêtres brisées, ne les brûlant pas, mais les défaisant, dissolvant la haine et le fanatisme qui les maintenaient ensemble, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et l'écho s'estompant de leur chance. Le rituel lui-même prit feu, un vrai feu cette fois, purifiant et brillant, et s'effrita en cendres dans les mains de Méric. Méric tomba à genoux, son pouvoir brisé, ses partisans disparus. Miséricorde. Altatéil, levant les yeux vers Alaric avec des yeux fous. Selon les anciennes lois, je réclame la miséricorde. Alaric se tenait au-dessus de lui, terrible et immobile. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis lentement, il hocha la tête. « Lève-toi. Ben. Raconte aux tribunaux ce que tu as vu ici. » Dis-leur, Méric se jeta, non pas sur Alaric, mais sur Mélissa. Une frappe désespérée et perfide, des griffes s'étendant vers sa gorge avec une vitesse mortelle. Il bougeait vite. Alaric bougea plus vite. La main du roi vampire attrapa Méric par la gorge en plein élan, le soulevant du sol avec une force sans effort. Il n'y eut pas de drame, pas de discours théâtral. Alaric ferma simplement le poing, et Méric s'effondra, non pas en cendres comme ses partisans, mais en rien, effacé si complètement que c'était comme s'il n'avait jamais existé. Le silence s'abattit sur le café comme un poids physique. La lumière dorée s'estompa progressivement, ne laissant que des bougies et la lueur ambrée ordinaire des lumières du plafond, qui s'étaient en quelque sorte rallumées. La pluie coupante à l'extérieur redevint de l'eau normale, tambourinant paisiblement contre les fenêtres restaurées. Mélissa fit un pas en avant et ses jambes cédèrent. Elle tomba lourdement sur le sol, sa vision brouillée. Quand elle toucha sa tempe, ses doigts revinrent rouges. À un moment donné pendant le chaos, un ver-volant l'avait coupée. Elle ne l'avait même pas senti. Alaric s'agenouilla à côté d'elle en un instant. Non plus un roi, mais quelque chose de plus doux. « Tu es blessé. »« Je vais bien, » marmonna Mélissa. Bien que le café tournât, tu ne vas pas bien. Alaric retira une bague de son doigt. De l'argent lourd serti d'une pierre de grenat,
qui pulsait d'une lumière intérieure. Il la pressa doucement contre sa tempe, et une chaleur l'envahit, recousant la chair déchirée, arrêtant le saignement, la ramenant du bord du choc. Quand il retira la bague, la coupure avait disparu. « Tu as tout risqué, » dit Alaric doucement, ses yeux de grenat scrutant son visage. « Pour des enfants qui ne sont pas les tiens, pour des créatures que tu comprends à peine. »« Pourquoi ?»« Parce que quelqu'un devait s'en soucier, » murmura Mélissa. Alaric ferma brièvement les yeux, et quand il les rouvrit, quelque chose d'ancien et de lourd s'installa dans son expression. « Nomme ton prix, Mélissa John. La lignée Vespé te doit plus que l'éternité ne peut rembourser. Que demandes-tu » Mélissa regarda autour du café, les humains effrayés, les 3 enfants pâles qui regardaient avec de grands yeux, le champ de bataille qui avait été son sanctuaire, le monde dans lequel elle était accidentellement entrée. « Une loi, dit-elle d'une voix rauque. Fais une loi. Aucun vampire ne peut prendre de sang là où la chaleur est librement donnée. Pas seulement ici, partout. » Rensla Reye. Alaric la fixa longuement. Puis lentement, il sourit. Le premier vrai sourire qu'elle lui avait vu. « Fait, dit-il, et la 3e cloche sonna. L'écho de la 3e cloche s'est estompé dans le silence, mais quelque chose est resté. Une résonance qui s'est propagée du café comme des ondulations sur l'eau, invisibles, mais indéniables. Alaric se leva, aidant Mélissa à se relever, et se tourna pour faire face aux témoins assemblés, humains et confus, effrayés et étranges. « Par mon autorité de roi de la cour immortelle, dit-il, sa voix portant le poids des siècles, je proclame le décret de la table. Aucun sang ne sera pris, là où la chaleur est librement donnée. Tout foyer qui offre de la subsistance sans demande devient un sanctuaire. Toute salle qui nourrit les affamés sans crainte sera honorée par mon royaume. » Il tira une lame de sous son manteau. Du fer ancien qui brillait de sa propre lumière et lui coupa la paume. Du sang sombre comme du vin coula sur le sol du café. Là où il tomba, des symboles flamboyèrent brièvement avant de s'estomper dans le bois lui-même. Ce serment est lié dans mon sang. Alaric continua. Il se répandra dans chaque cour, chaque maison, chaque vampire qui répond à mon nom. L'ère de la prédation sans conséquence est terminée. Dehors, bien que personne dans le café ne puisse le voir, le décret se propagea dans le monde surnaturel. Une vague de lois contraignantes qui força les créatures anciennes à reconnaître, à accepter, à obéir. Dans les boîtes de nuit de la ville, à travers les continents, les vampires sentirent le serment s'installer dans leurs os comme des chaînes faites de lumière d'étoiles. La cour immortelle avait été refaite par la gentillesse d'une serveuse. 3 semaines plus tard, le Whisperlight Café ne ressemblait plus à ce qu'il était auparavant. Les fenêtres brillaient, portant encore de faibles traces de la crête de la vesprée et du givre qui ne fondaient jamais tout à fait. L'enseigne à l'extérieur brillait de façon constante et lumineuse, affichant maintenant Whisperlight Café, tous bienvenus. À l'intérieur, la clientèle avait changé. Oh, il y avait toujours les habitués. Carmen et Joe, le musicien et ses amis, les travailleurs de nuit cherchant café et réconfort. Mais maintenant il y en avait d'autres. Une femme pâle en robe victorienne qui commandait son café noir et ne touchait jamais à la nourriture, mais payait en pièces antiques. 2 adolescents aux yeux qui reflétaient étrangement la lumière, partageant un panier de croissants et chuchotant dans des langues antérieures à l'anglais. Un vieil homme dont l'ombre ne correspondait pas tout à fait à ses mouvements. Buvant du thé et lisant un livre plus ancien que le bâtiment. Le monde surnaturel avait trouvé son sanctuaire. Le détective Morrison était devenu un habitué du comptoir. Non plus en train d'enquêter, mais de protéger. Il avait vu trop de choses cette nuit-là pour prétendre que le monde était simple, mais il avait aussi vu Mélissa se tenir entre des enfants et des monstres. Cela a valu la loyauté. Café, noir, rien d'étrange dedans, disait-il chaque nuit, et Mélissa souriait et servait. Les enfants Vespé venaient tous les soirs à 21h30, aussi fiables que la pluie. Ce soir, Alaric vint avec eux. Il s'arrêta sur le seuil. Pas de couronne ce soir, juste un homme en vêtements sombres avec des cheveux argentés et des yeux fatigués. Lentement, délibérément, il retira ses gants avant d'entrer. Une courtoisie que Mélissa avait apprise, un geste de respect envers la gardienne. À l'intérieur, il ne s'assit pas à une table. Il se tenait près de la fenêtre, regardant ses enfants rire devant des croissants chauds qui laissaient des miettes sur leurs vêtements formels, leur visage pâle brillant d'une joie simple. « Ils sont heureux ici, » dit Mélissa, lui apportant une tasse de café. Elle savait qu'ils ne boiraient pas, tu pourrais les rejoindre, tu sais. « Assieds-toi. » Les rois ne s'assoient pas dans les salles, répondit Alaric, mais son ton était doux. Nous montons la garde. Même les rois ont besoin de repos. Il la regarda alors. Vraiment regarder. Non pas comme un sujet ou un atout, mais comme quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer.
Vous avez changé plus que des lois, Melissa John. Vous nous avez rappelé ce que nous avons perdu quand nous avons cessé d'être humains. Vous apprenez encore, dit Melissa. C'est bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop vieux pour grandir. Le coin de sa bouche se tordit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Impertinente, honnête, corrigea-t-elle. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant le café bourdonner de sa nouvelle vie étrange. Finalement, Alaric posa le café intact. Je devrais y aller. La guerre civile ne s'arrête pas pour le sentiment. Soyez prudente, dit Melissa. Puis, plus doucement. Revenez. Quelque chose vacilla dans ses yeux anciens. De la gratitude peut-être, ou l'écho de sentiments qu'il croyait morts. Toujours, promit-il. Il rassembla ses enfants d'un geste et ils partirent ensemble sous la pluie. 3 petites silhouettes flanquant leur père comme des étoiles pâles autour d'une lune sombre. Plus tard, après la fermeture, Melissa se tenait à la fenêtre, essuyant les tables. La pluie était revenue, transformant la rue en un miroir de lumière et d'ombre. Dans le reflet, elle le vit. Une silhouette de l'autre côté de la rue, grande et couronnée, observant, ne se cachant plus, juste présente, une gardienne dans l'obscurité. Melissa sourit au verre. Elle se tourna vers la porte, prête à retourner le panneau surfermé, puis s'arrêta. Dehors, à peine visible à travers la pluie, elle les vit. Une petite silhouette, puis 2, hésitantes au coin de la rue. Des enfants, ou quelque chose comme des enfants, trempés et frissonnants, trop effrayés pour s'approcher. Melissa retourna le panneau surouvert à la place et déverrouilla la porte. Elle alluma la machine à expresso, commença à chauffer du lait, sortit des croissants frais de la vitrine. Les enfants viendraient ou ne viendraient pas, mais la lumière serait allumée. La porte serait ouverte parce que quelqu'un de petit pourrait avoir besoin de chocolat chaud. Quelqu'un d'oublié pourrait avoir besoin de gentillesse. Quelqu'un de chassé pourrait avoir besoin d'un sanctuaire. Et Melissa John, 28 ans, fatiguée, ordinaire de toutes les manières qui n'avaient pas d'importance, était accidentellement devenue la femme qui avait changé les règles pour un royaume immortel, qui avait transformé un café en faillite en une salle que les vampires honoraient et les humains faisaient confiance, qui avait prouvé que la chaleur donnée librement était plus forte que toute magie ancienne. La porte tinta. Les petites silhouettes entrèrent en traînant les pieds, pâles et nerveuses. Melissa sourit. Bienvenue à Whisperlight, dit-elle, tendant la main vers des tasses. Que puis-je vous servir? Dehors, le roi vampire observait sous la pluie, et son expression, si quelqu'un avait pu la voir, était quelque chose entre l'émerveillement et l'adoration. À l'intérieur, Melissa versait du chocolat chaud et arrangeait des croissants et pliait des serviettes avec une grâce exercée, fredonnant doucement pour elle-même. Après tout, elle avait un royaume à nourrir. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez sûrement la suivante. C'est aussi intéressant et encore plus intriguant que vous ne pourriez l'imaginer. Alors, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.